Il y a des sympathies politiques pour le péquinisme et pour l'extrême droite à l'époque, mais qui sont exprimées plutôt par les élites. On sait qu'Alexis de Villeneuve, il fait le salut nazi depuis sa villa lors d'un défilé à Saint-Denis. Damien Deschamps, déjà, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation de Parallèle Sud. Donc, on s'est lancé dans une série qu'on a appelée La peste brune. Oui. Bon, moi, les choses sont annoncées Voilà, dans c'est un ce terme jeu. que les gens ne connaissent pas forcément, les jeunes générations ne connaissent pas forcément. Ouais. J'avoue que c'est une série récente qui m'a rappelé La le peste de terme. Camus et tout ça. Il y a une série télévisée qui est passée dessus, qui fait un peu l'analogie avec la situation actuelle. Ouais. Et c'est vrai qu'à La Réunion, on observe aussi une montée du vote d'extrême droite. Donc Ouais. c'est pour ça que j'ai souhaité m'entretenir avec vous. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous dire qui vous êtes, vous présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, Damien Deschamps, je suis enseignant-chercheur, j'ai travaillé en sciences politiques, ma thèse portait sur les questions de citoyenneté dans les colonies françaises sous la Troisième République et la recherche d'un modèle alternatif de gouvernance coloniale. C'est sans doute ce qui a valu que je sois recruté à l'Université de La Réunion, puisque le terrain d'enquête, c'était principalement les établissements français de l'Inde. Donc je ne parlais pas du tout de La Réunion, mais entre les établissements français de l'Inde et La Réunion, les liens étaient très étroits à l'époque. Voilà, et depuis, j'ai fait divers travaux sur les questions de mobilisation politique, et puis avec un collègue qui malheureusement est parti sous d'autres cieux, je pense définitivement, nous avons travaillé ces dernières années sur les questions de politique publique et de clientélisme politique. À La Réunion, autour principalement des questions de logement et d'emploi, à voir si ça peut trouver d'autres prolongements ailleurs. D'accord, donc clientélisme plus Troisième République. Ouais, et puis mais clientélisme politique et politique publique, c'est sous la Cinquième, et c'est principalement dans le cadre du déploiement de l'État-providence à La Réunion et des politiques de convergence telles qu'elles sont initiées à compter des années 60 et qui s'accélèrent considérablement à compter des années 80. D'accord, d'accord. Donc, on pourrait sembler assez loin du sujet d'extrême droite, mais forcément, pas forcément, parce qu'on peut estimer aussi que les politiques publiques, en restructurant très largement la société réunionnaise, qui était extrêmement inégalitaire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui était encore très très inégalitaire au début des années 60, qui l'est moins aujourd'hui, même si ça reste une société très inégalitaire rapportée aux moyennes nationales, ça a des conséquences évidemment sur les mobilisations politiques, sur les formes du vote et sur les préférences électorales des électeurs. D'accord. Avec toute la difficulté qu'il y a en la matière, c'est que, et qui sont très évidentes quand on analyse les résultats électoraux à La Réunion sous la Troisième République, mais qui demeurent sous la Quatrième et sous la Cinquième, c'est en quoi c'est significatif, en quoi un résultat électoral est significatif politiquement, dans la mesure où une partie de ce résultat est conditionnée par des liens clientélaires, des liens de dépendance clientélaire. Voilà, c'est... Mes collègues historiens qui ont travaillé sur le sujet, ici, localement, ne se sont jamais posé ce genre de questions, alors que c'est une question capitale. Bien sûr, bien sûr. Qui peut expliquer, par exemple, que une mairie qui bascule, les majorités politiques à d'autres élections basculent aussi complètement. Voilà. D'accord. Pour commencer par la définition de l'extrême droite, on a parfois du mal tout simplement à la définir. Déjà, le Rassemblement national s'est battu pour dire non, on n'est pas d'extrême droite. Le Conseil d'État a dit si, on va continuer à vous qualifier d'extrême droite. Qu'est-ce qui permet de dire que telle pensée, tel parti est d'extrême droite? Alors, la première chose, c'est le partage entre la droite et la gauche, déjà, qui a une histoire qui remonte à la Révolution française, au début de la Révolution, quand les partisans d'un pouvoir royaliste qui restait fort sont plutôt rangés du côté droit de l'Assemblée constituante, tandis que la partie qui était favorable à l'écriture d'une constitution et un pouvoir royal réduit sont rangés plutôt du côté gauche. Et cette tradition a perduré.
Donc c'est aussi le choix des partis politiques dans la façon qu'ils ont eu de se situer sur cet axe droite-gauche qui détermine leur position. Bon, ensuite, il y a la manière dont on a reçu leur discours. Traditionnellement, l'extrême droite s'est toujours située dans une perspective anti-républicaine. Oui. Voilà. Et très largement aujourd'hui, quelles que soient les dénégations du Rassemblement national, ancien Front national, c'est demeuré jusqu'à aujourd'hui. Dans l'antiparlementarisme Alors, l'antiparlementarisme, ce qui n'est pas une tradition uniquement de l'extrême droite, c'est pour ça aussi qu'il y a parfois des ponts avec d'autres traditions politiques, comme l'extrême gauche, par exemple. Il y a l'antiparlementarisme, il y a la défiance à l'égard des étrangers, très nettement. Il y a un discours qui se prétend nationaliste, mais qui est plutôt un discours ethniciste, puisqu'il définit la nationalité sur une base d'origine, principalement, et non pas du tout sur une base abstraite, comme le fait la République, où c'est finalement le lieu de naissance qui, à un moment, détermine fondamentalement la nationalité, qui fait que le droit du sol s'applique et que les gens qui sont là depuis longtemps, en tout cas au moins depuis 2 générations, sont réputés français automatiquement. Je me hasarde peut-être un peu loin, mais quand on était esclavagiste, est-ce qu'on pouvait considérer que c'était une forme d'extrême droite, étant donné que c'était un peu de l'ethnicisme ? Alors non, parce qu'à l'époque, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes et qu'on ne se posait pas la question en termes de positionnement politique. Donc on peut pas projeter des catégories qui sont construites dans le cadre en fait d'une transformation en profondeur de la société française sur une base égalitaire, sur une société esclavagiste qui était par ailleurs hors métropole, qui obéissait à des règles juridiques complètement spécifiques, qui ne s'appliquaient pas de droit sur le territoire métropolitain, etc. C'est impossible. Alors par contre, ce que ça a pu générer, c'est un électorat extrêmement conservateur à La Réunion, dans certains cas. Mais c'est pas si évident, parce que ce qu'on observe en fait, c'est la tendance des élus, au moins pour ce qui est des élections législatives, à s'aligner sur les courants majoritaires présents en métropole pour essayer d'être influents politiquement à Paris et préserver les intérêts de la colonie, enfin préserver les intérêts des grands propriétaires présents et des usiniers sur la colonie. La question qui domine toute la vie politique réunionnaise au fin 19e, 20e siècle, en tout cas sous la Troisième République, c'est les rhums et les sucres. Voilà. C'est pas du tout le reste. Et donc tout ce qui est lié à l'exploitation, la mise en valeur des rhums et des sucres. Donc c'est des questions en fait de grands propriétaires. Il n'est pas du tout question de développement endogène. D'accord. Voilà. L'extrême droite, on a l'habitude de dire, c'est Mussolini, c'est Hitler. Ça existait avant. Alors les premiers mouvements, les premiers mouvements naissent dès la Troisième République, en contestation de la Troisième République et comme pensée réactionnaire. Donc du côté des nostalgiques de la monarchie, même s'ils sont de moins en moins nombreux, et du côté de formules alternatives, alors qui peuvent être une monarchie autoritaire, ça va être Charles Maurras. Ça peut être des nationalistes déçus par la République, donc ça va être toute la tendance barésienne. Et puis c'est les premières grandes idéologies qui conjoignent nationalisme et racisme, alors qu'on a toute une histoire aussi assez complexe qui remonte au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, c'est des théoriciens de l'arianisme comme Vacher de la Pouge, c'est des théoriciens antisémites comme Édouard Drummond, qui sera le rédacteur en chef de la Libre Parole et qui sera un de ceux qui mènera le combat contre la révision de l'affaire du procès Dreyfus. L'affaire Dreyfus ayant cristallisé très largement les attitudes. L'antisémitisme est une attitude effectivement de l'extrême droite. Même si l'extrême gauche et la gauche n'en ont pas été exempts. Si vous lisez les premiers écrits de Jaurès, il y a encore, même si par la suite il va se rallier au combat de Dreyfusard et faire sa conversion en quelque sorte, il va avoir son chemin de Damas lui aussi, convaincre, il va se battre pour convaincre une partie de la gauche pour dire que le combat pour Dreyfus est un combat de la gauche et pour le monde ouvrier aussi. L'affaire Dreyfus, elle avait animé, à votre connaissance, le monde politique réunionnais ?
Alors là, j'ai peu de choses, je suis pas remonté jusque-là dans les archives, je suis pas sûr que c'est eu un très très gros impact localement. Ce qu'on observe en fait, pour ce qui est des engagements politiques où il commence à y avoir une forme de convergence entre la vie politique nationale et la vie politique locale, il me semble que c'est les années 30. Là, il y a vraiment une rupture, une cassure qui s'opère. En particulier autour de Quartier Français, de Roger Payette, qui commence. Et là, on voit apparaître à La Réunion des imitations ou en tout cas des déclinaisons locales des ligues anti-républicaines et contre-révolutionnaires françaises. Voilà, on fait d'Alexis. Roger Payette, on peut le Alors Roger Payette était le directeur de l'usine sucrière de Quartier Français dans laquelle il avait des actions. Donc il faisait partie de la haute bourgeoisie locale, mais il se retrouvait, à ma connaissance, dans une situation un peu difficile sur le plan économique, parce que c'était l'époque où le sucre, ça n'allait pas si bien, et donc il y avait ce processus en fait de concentration qui était déjà à l'œuvre, qui a abouti finalement au paysage qu'on connaît aujourd'hui autour de 2 usines mais avec seul propriétaire. Et donc il s'engage en politique aussi pour défendre son bout de gras, mais en mobilisant sur des slogans politiques, ce qui est assez inédit, des gens qui commencent à avoir conscience de leurs intérêts. Donc c'est les petits planteurs, c'est les colons qui commencent à avoir porté des revendications économiques et politiques. Alors il y a certainement les effets de la Première Guerre mondiale, le fait que des Réunionnais se sont retrouvés en contact avec leurs collègues de métropole ou d'ailleurs et ont discuté aussi de leurs petites affaires, hein. Donc ça a été un moment aussi de socialisation politique. Il y a ce que relèvent les historiens de La Réunion, les contacts avec les marins qui font de la propagande révolutionnaire après la révolution russe ici. Donc il y a eu des attentes, des aspirations nouvelles qui émergent et qui se structurent. Et on voit vraiment que là où avant les élections étaient dominées par le clientélisme et par la fraude, et où il y avait l'enjeu politique, c'était un enjeu entre gros blancs. Là, ça devient une affaire politique au sens où ça mobilise des gens sur des idées. Là, on est en quelle année l'affaire? Dans les années 30. Oui, dans les années 30. Et l'autre rupture qu'on perçoit, dans le ton, dans la forme plus que dans le fond, parce que sur le fond, au fond, c'est un gouverneur qui n'a guère plus de moyens que les autres gouverneurs qui l'ont précédé, c'est quand Truitard arrive, qui est le premier gouverneur du Front populaire à La Réunion. Et là, avec l'idée qu'il faut agir aussi dans le domaine social et économique. Là, on est en 1936, avant 1936, la guerre. Juste avant la guerre. Donc ça va pas aller très loin, mais on voit vraiment que là aussi, il y a une rupture dans la façon dont on conçoit le rapport entre métropole et colonie. Mais voilà, ça précède le moment 46 et ça va précéder le moment des années 60 où la mobilisation gouvernementale, c'est très clair, on a perdu l'empire colonial, on essaye de sauver ce qui reste. En même temps, il y a la montée en puissance du Parti communiste réunionnais qui inquiète beaucoup les élites locales, et donc on va faire appel à Michel Debré. Mais pendant la guerre, on a à un moment donné une réunion pétainiste. Tout à fait. Peut-être que la vie politique est aussi articulée autour des résistants et des... Alors la résistance ici, à ma connaissance, il n'y en a pas, parce que les conditions ne le permettent pas spécialement. Il y a peut-être des formes de résistance passive, mais une résistance active, c'était quasiment impossible à organiser. Vu d'abord l'état extrêmement dégradé de l'économie, vu la situation matérielle des masses, c'était quasiment inenvisageable. Voilà. Par contre, le programme pétiliste de régénérescence, etc., il est très clairement affiché par le gouverneur de l'époque, qui refuse de se rendre aux Anglais, enfin... Donc oui, il y a des sympathies politiques pour le pétillisme et pour l'extrême droite à l'époque, mais qui sont exprimées plutôt par les élites. On sait qu'Alexis de Villeneuve, il fait le salut nazi depuis sa villa lors d'un défilé à Saint-Denis, c'est rapporté par la presse, choses comme ça, quoi.
Oui. Ouais, très Je ne sais clairement. pas s'il y avait des juifs à La Réunion, est-ce qu'il y a eu des déportés Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de déportés juifs réunionnais. Il n'y avait sans doute pas de juifs à La Réunion à l'époque où ils étaient tellement peu nombreux qu'on ne s'en est pas préoccupé. Voilà. Mais par contre, quand Roger Payette mobilise ses troupes, il y a des émeutes anti-arabes du côté de Saint-André. Enfin, il y a des bris de vitrines, etc. Alors, c'est difficile d'évaluer si elles ont vraiment été importantes ou si ça a été un coup de chaud comme ça, mais il y a des essais en termes de propagande pour monter la tête de la population contre les commerçants arabes. C'est ce même Roger Payette, donc, qui a quand même un peu dans ses gènes du flanc d'extrême droite, qui va s'allier à un moment donné avec Vergès pour tout à fait. Français. Voilà. Ouais. Oui, bah c'est aussi des. Enfin, c'est c'est un des caractères de la vie politique locale. Je ne sais pas si Philippe Fabin vous en a parlé, mais qui rend assez difficile l'analyse et l'exploitation des résultats en termes de tendance politique. C'est le manque en fait de, comment on va dire, d'ossature idéologique de la plupart des acteurs politiques de premier plan. C'est-à-dire, ce qui est quand même assez fascinant, c'est de voir comment ils passent d'une alliance à une autre sans se poser la question. La question, en fait, fondamentale, c'est le contrôle du territoire et le contrôle de l'électorat. On a même vu une alliance des nationaux récemment, enfin c'était il y a 10-15 ans, on avait vu une alliance TAC, Vergès, enfin voilà. Il faut contrôler les institutions et ça c'est peut-être encore plus marqué dans le cadre de la décentralisation. Donc il y a un décalage énorme qui est très frappant entre les postures, les discours et puis les stratégies d'alliance et la capacité aussi à changer de positionnement politique. Tout ça reste très flou, très vague. C'est assez marrant quand on regarde les municipales ou les législatives de voir comment on recherche des investitures, comment on peut aller d'une liste à une autre en fonction des opportunités, l'essentiel étant de se placer. Voilà. C'est pas très glorieux, hein, mais faut quand même. Je pense que mes concitoyens réunionnais ne sont plus très dupes de ce genre de jeu. Quoi. Pendant toute cette période où on a eu la tentative autonomiste du PCR, quoi, on va dire des années 60, 1959 jusqu'à 1981, l'extrême droite, si elle existait à La Réunion, on pouvait la trouver du côté des nationaux, du côté des colonialistes purs et durs. Alors, on peut analyser l'épisode de Bray comme une manière pour une droite qui était très largement compromise par la collaboration, en tout cas qui n'avait pas rompu franchement avec des gens comme Alexis de Villeneuve et d'autres qui s'y étaient compromis, de pouvoir faire face à un PCR qui était quand même, qui avait pour chef quelqu'un qui avait participé à la résistance et qui bénéficiait de cette légitimité-là. Donc, avec quelqu'un comme Debré qui, sur le plan de son positionnement par rapport à la résistance, n'avait rien à se reprocher, c'était une manière aussi de retrouver une virginité, donc de faire oublier un passé qui était un peu lourd à porter, même à La Réunion où on était peut-être moins attentif à ces questions, parce que les questions de la Deuxième Guerre mondiale, ça avait été des privations, mais les enjeux idéologiques autour de la Deuxième Guerre mondiale étaient peut-être moins perçus qu'en Europe. Vous avez cité Alexis de Villeneuve, il était un peu seul quand il faisait son salut nazi ou il y avait d'autres élus de La Réunion? Alors c'est dans une ambiance dans les années 30 qui est extrêmement tendue. Alors est-ce qu'il est là, le cas que je vous rapporte, il était seul à le faire, hein, de ce que je me rappelle de cet article de presse de l'époque. Est-ce que je ne sais pas s'il se rendait exactement compte de ce qu'était le nazisme par ailleurs. Donc ça ne veut pas dire qu'Alexis de Villeneuve, il était antisémite, etc. De toute façon, il n'a pas écrit grand-chose, etc. Mais ça dit en fait la peur d'une certaine bourgeoisie à l'égard d'une société qui inéluctablement est en train de changer. Puis, mine de rien, j'ai bien compris tout le trou, toute la complexité, mais ceux qui ont fait un buste pour Alexis de Villeneuve à côté de l'église... Bon, alors on va pas dire de méchanceté de certaines de ces personnes, vous les connaissez mieux que moi, je suis pas sûr que du point de vue de la clarté des idées, ils soient très très au point. Voilà.
Je pense que c'est l'affectif qui l'a emporté très largement sur l'analyse de la posture, du positionnement d'Alexis de Villeneuve. Voilà. Je ne peux pas vous dire que c'est les meilleures choses qui soient arrivées, mais bon, c'est une espèce de petite guéguerre de mémoire locale. Après la guerre, ailleurs, hein. Bien sûr. Après-guerre, donc en France, l'extrême droite, c'est Tixier de Vignancourt, c'est ça? Alors il y a Tixier de alors c'est Tixier de Vignancourt, pas de Vignancourt, je crois. C'est Le Pen en particulier postérieurement à la guerre d'Algérie qui va restructurer entièrement, qui va faire du Front National sa chose, et c'est les vieux briscards de l'entre-deux-guerres aussi, puisque l'aventure du Front National elle est en partie financée par des gens qui finançaient déjà des mouvements comme la Cagoule avant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc il y a une continuité aussi de ce point de vue, et le Rassemblement national, le Front National auquel le Rassemblement national a succédé, ça a été le lieu de ralliement de toute une partie de l'extrême droite française. Alors pas toute, parce que l'extrême droite a cette caractéristique aussi commune avec l'extrême gauche et avec les Verts, c'est qu'elle a tendance facilement à se fractionner en petites chapelles, en dissidence. Et donc le Front National a réussi à regrouper l'essentiel des forces, mais il y a toujours eu des chevaux légers, on va dire, alors qui ont pu aussi servir à la cause, hein. C'est-à-dire des gens qui tenaient des discours beaucoup plus extrémistes, qui permettaient de rallier aussi, en tout cas de structurer des petits noyaux extrémistes qui n'auraient sans doute pas rejoint autrement le Rassemblement national, mais le Front National, mais qui pouvaient appuyer ponctuellement et par souci tactique les candidats du Rassemblement national. Et ces gens-là, ils ont des relais à La Réunion. Là, je parle au début des années 60, 62, 65. Alors ça, je ne saurais pas vous répondre. À ma connaissance, non, parce que, encore une fois, La Réunion, c'est loin. C'est à cette époque encore un territoire totalement sous-développé, et c'est pas un enjeu politique. C'était au début des années 60, en fait, ce dont on va se rendre compte, ce dont les Français vont se rendre compte, c'est qu'il y a un pivot qui est en train de se réaliser, c'est la fin de l'Empire colonial. Donc c'est une fin violente en Indochine, c'est une fin violente en Algérie. Ça se passe beaucoup plus pacifiquement en ce qui concerne l'AOF, l'AEF, mais voilà, et c'est pour ce qui est de l'AOF et de l'AEF, c'est même l'Afrique de l'Ouest, les décideurs français qui accélèrent le mouvement, parce que ils entendent concentrer les moyens du développement sur la métropole, dans le contexte où en fait la France a rejoint est membre créatrice de la Communauté économique européenne. Il y a eu le CECA avant, et donc le nouvel horizon, c'est l'Europe, qui va devenir le premier débouché commercial dans un contexte de très forte croissance économique. Voilà. Donc La Réunion, c'est un tout petit territoire, très pauvre, c'est du sucre, mais bon, il est plus central ou indispensable. C'est quelque part ce qui fait qu'on va rester attaché à La Réunion, c'est que les Réunionnais sont citoyens français depuis 1848. Alors une citoyenneté qu'on peut qualifier de diminuée parce qu'ils n'ont jamais pu l'exercer de façon normale, parce qu'il n'y a pas eu les institutions qui auraient dû accompagner la citoyenneté, c'est-à-dire il n'y a pas eu l'école libre, laïque, gratuite, obligatoire, gratuite, laïque et obligatoire, qui a été instituée par Jules Ferry, donc des électeurs qui étaient dépourvus culturellement, dépourvus économiquement, puisque le principe c'est la spécialité législative et c'est l'exclusif colonial, donc une économie qui fonctionne pour la métropole, pas pour ses habitants, et des lois sociales et des lois concernant le travail qui ne s'appliquent pas à La Réunion. Donc une population qui s'appauvrit même parce que les temps glorieux du sucre sont finis depuis longtemps. Donc donc la sortie de la guerre, donc ils sont quand même citoyens.
Et puis, il y a Michel Debré qui est très attaché à cette histoire-là. Donc, pour lui, il faut conserver ce qui reste de l'empire colonial. Alors, pour des raisons qui me semblent assez complexes, c'est que Debré, alors, il est imbu de la grandeur de la France, ça c'est clair. Mais il y a l'idée que aussi cette grandeur, elle s'est traduite par quelque chose qu'on fait très peu de pays à l'époque au XIXe siècle, en tout cas, c'est que c'est passé par une citoyenneté commune. Et je pense que c'est effectivement une part de l'imaginaire républicain qui me paraît essentielle, et que s'il y a quelque chose qui peut nous préserver contre les dérives nationalistes ou racistes de certains partis, c'est de se rappeler que la citoyenneté en France, elle n'est pas fondée depuis la première abolition de l'esclavage, ni sur la couleur de la peau, ni sur une proximité territoriale, mais sur un principe d'adhésion aux valeurs de la République. Voilà. Il y a quand même une société qui se développe à La Réunion de manière séparée. On en a encore les conséquences aujourd'hui. Tous les maires étaient blancs, j'imagine, pendant longtemps. Oui. Alors, il y a eu quelques exceptions. Le premier maire, je crois, communiste de Sainte-Suzanne. Lucien Langenier. Alors, ça devait être Lucien Langenier, ouais. Lucette Langenier. Mais effectivement, l'essentiel, c'était des blancs. Alors, pas forcément que des gros blancs, hein, parce que dans les communes rurales, il pouvait y avoir des gens plus modestes, mais c'était souvent quand même des médecins, des enseignants ou des grands propriétaires ou des proches des grands propriétaires. Ça, c'est clair. Donc là aussi, ça a changé à compter des années 60-70, mais les nouveaux maires, en fait, ce sont des gens éduqués, donc ça pioche dans ce qui reste une minorité. Ça, il faut du temps pour une société aussi inégalitaire, pour la réformer, la transformer, la rendre plus égalitaire et plus fluide, on va dire, avec plus de mobilité sociale. C'est compliqué. D'accord. Il y avait probablement inscrit dans cette société donc des particularités qu'on pourrait dire d'extrême droite, la race supérieure, l'amour de la patrie, le nationalisme. Alors le nationalisme et l'extrême droite, c'est pas forcément compatible, hein, parce que le premier discours nationaliste, c'est les révolutionnaires qui le tiennent, c'est plutôt la gauche. Oui. Et le drapeau bleu-blanc-rouge, l'exaltation du drapeau bleu-blanc-rouge et de la grande nation, c'est plutôt la gauche de l'Assemblée qui porte cette idée, parce que l'idée de nation telle qu'elle est formulée dans le contexte de la Révolution et telle qu'elle sera reformulée partiellement sous la Troisième République, c'est l'idée que la nation, encore une fois, c'est un référendum, un plébiscite de chaque jour. C'est la formule d'Ernest Renan, et c'est de dire que c'est d'abord une convergence des volontés, un désir de partager le même destin. Donc il n'y a de vraie nation. Certains historiens estiment qu'il n'y a de vraie nation que la nation anglaise et la nation française, de ce point de vue. Voilà. Parce que elle refuse toute base ethniciste, que c'est beaucoup plus difficile de parler de nation américaine tant qu'elle n'aura pas résolu véritablement son problème de post-apartheid, de post-ségrégation raciale. Alors, il y a une très forte limite concernant la Troisième République, c'est que c'est une république qui colonise, c'est une république qui ne prend pas forcément la mesure de ce qu'exigerait une pleine citoyenneté, enfin qui ne veut pas prendre, c'est pas qu'elle ne prendrait pas, c'est qu'elle ne prend pas la mesure et qu'elle ne souhaite pas agir pour faire en sorte que les citoyens d'outre-mer soient des citoyens de plein exercice, au sens où, encore une fois, qu'ils sont éduqués, qu'ils accèdent aux mêmes droits sociaux, etc. Ça va se passer, ça va commencer à se faire que dans les années 1960-1970, dans un contexte très différent de mondialisation, etc. Voilà. Donc la Troisième République n'a pas toujours été très fidèle à ses promesses, donc ce qui peut expliquer aussi l'amertume des dirigeants, des élus de gauche des territoires d'outre-mer, alors qui ne s'est pas manifesté avant le fin des années 50, début des années 60 à La Réunion, enfin dans les années après-guerre on va dire, mais qui s'est manifesté très tôt aux Antilles. Mais parce que la culture politique aux Antilles n'est pas la même, c'est des territoires qui étaient beaucoup moins isolés que ça a été le cas de La Réunion.
les voix du Front National, elles étaient à 1%. Puis je sais qu'on s'amusait à dire, bah tiens, il double à chaque fois, mais bon, comme il part de 1%, c'est 2%, c'est 4%, sauf que ça s'est toujours confirmé jusqu'à 2017, quoi, où Marine Le Pen, je crois, elle arrive à 20%, 23%. En 2017. Et finalement... Alors la vraie rupture, c'est 2017, très clairement. Parce que on voit, il y a une espèce de bascule impressionnante entre ce qui a été le premier tour des présidentielles de 2012, qui place très largement François Hollande en tête et qui lui fait quasiment un triomphe au deuxième tour, en tout cas une élection de sénateur, on va dire, et le premier et deuxième tour de l'élection de 2017 où la configuration n'est pas la même si Emmanuel Macron l'emporte avec une large avance au deuxième tour, mais effectivement c'est Marine Le Pen qui se qualifie très nettement, et une inversion en faveur de Marine Le Pen lors des élections de 2022 où cette fois-ci c'est elle qui est en tête, et dans les mêmes proportions que l'élection de 2017 en faveur d'Emmanuel Macron. Donc là, il y a eu une bascule, c'est-à-dire que c'était 60-40, grosso modo, en faveur d'Emmanuel Macron, c'est 60-40 en faveur de Marine Le Pen en 2022. Comment vous l'expliquez, vous, cette progression donc d'un vote Front National, Rassemblement National? On peut dire quand même que c'est le même parti. Oui, alors c'est le même parti, même si le fait qu'ils aient neutralisé le discours sur les questions racistes, qu'ils n'abordent plus de façon frontale, qu'ils jouent plutôt sur la crainte de l'islam, etc., leur a permis éventuellement de faire une percée significative outre-mer. Parce qu'ils sont moins identifiés à un parti anti-personne de couleur, qui était clairement un handicap. Je pense qu'il y a aussi il y a une dérive droitière des électorats ultramarins, au moins en ce qui concerne les Antilles et ce qui concerne la Réunion, sur un certain nombre de thèmes, et en particulier les thèmes identitaires, très clairement. C'est-à-dire que les thèmes, je vais vous donner un exemple. Il y a eu quand même ici, vous avez dû voir ça, puisque le quotidien à l'époque avait couvert son Réunion Tour, un certain Philippe Payette, qui a fait un tour de toutes les communes de l'île sur le thème du grand remplacement. Philippe Cadet. Ouais, c'est moi qui avais fait la double page à l'époque où les chiffres étaient un petit peu tordus, même si dans le fond il parle de quelque chose de pas il part du fait que c'est une île qui s'ouvre un peu, mais utiliser le terme de grand remplacement c'est pas neutre, et le fait qu'il était quand même il ait pu tenir sa conférence dans le salon d'honneur par exemple de la mairie de Saint-Denis. Voilà. Mais il y a des constellations ici, y compris du côté de la gauche, qui sont sur des discours très anti-sionistes, qui flirtent largement avec l'antisémitisme. Je pense à certains ex-préfets sous-préfets qui avaient été mis à pied de son administration. Bruno Guigues. Voilà. Donc il y a un terreau, on va dire, qui recoupe parfaitement les thèmes identitaires du Rassemblement National et dont on peut considérer comme les déclinaisons locales de ce genre de thématiques. On est chez nous, on nous prend le boulot, et alors ça s'est pu se renforcer aussi avec la présence plus visible des Mahorais qui viennent ici s'installer pour fuir un peu les difficultés qu'ils rencontrent à Mayotte. Donc il y a ce terreau. L'autre chose, moi, qui me frappe, c'est il y a une très forte convergence malgré tout de la société réunionnaise avec le reste de la métropole. Il me semble que ce qui l'a manifesté très clairement, c'est l'épisode des Gilets jaunes. Parce que d'abord ça a été quand même très très important, et le seul événement, moi, qui me semble pouvoir s'y rapporter, qui échappe au cadre politique de l'organisation, c'est les émeutes du Chaudron de 91. Parce que les
manifestations, par exemple, contre la BIDEP, elles sont très largement portées, encadrées par les partis politiques locaux, etc. Le COSPAR, c'est des associations, c'est des syndicaux qui sont à la manœuvre, qui encadrent, qui largement, enfin, qui reprennent les aspirations de leurs adhérents, mais qui leur donnent une forme politique. Donc les Gilets jaunes, c'est très clairement, c'est hors cadre. Oui. Ouais. Et avec les mêmes caractéristiques qu'on retrouve en métropole, c'est-à-dire des revendications qui peuvent être parfaitement contradictoires les unes des autres, sur fond d'une forme de ras-le-bol, d'incompréhension, etc. Des revendications qui, par contre, ont pour trait commun d'être portées par la petite classe moyenne et qui est très inquiète, en fait, de son avenir. Et peut-être encore plus à La Réunion, où cette petite classe moyenne s'est largement constituée sur la base des recrutements dans les collectivités territoriales. Voilà. Donc, qui se sent menacée dans son pouvoir d'achat, qui s'inquiète sans doute pour ses enfants, qui vit une forme d'angoisse et qui a l'impression que le monde est devenu dangereux. Voilà. Bon, après, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de sociologie électorale, il y a sans doute d'autres choses à chercher, mais là, moi, je vois des indices qui expliquent en fait la convergence avec les scrutins qui sont enregistrés, les scores qui sont enregistrés par le Rassemblement national en métropole. C'est un électorat quelque part qui se normalise. Voilà. Même s'il y a encore des écarts liés aux plus grandes inégalités. Mais là, du coup, ça s'explique très bien si on prend la variable inégalité économique. Les deux blocs électoraux qui ont triomphé en 2022, c'est LFI et Rassemblement National. Donc alors, LFI largement. Sur des logiques populistes. Ils sont 40% et puis ils ont 6 députés sur 7. Sur des élections populistes, etc. Alors, après, est-ce qu'on peut encore se dire le Rassemblement national fait ses 60%, c'est qu'un deuxième tour, c'est qu'un tour où on élimine. Alors leur difficulté, au premier tour ils sont loin. Enfin, leur difficulté, c'est l'implantation. Il y a, on verra aux prochaines municipales parce qu'il y a des initiatives, mais et ça je n'ai pas d'explication, je ne sais pas si Fabin en avait une, mais ils n'ont jamais réussi à s'implanter alors qu'il me semble qu'il y a un électorat. Alors, il y a sans doute le passé quand même largement raciste de Rassemblement national qui s'y prête, qui a fait longtemps obstacle. Il y a le fait que les maires verrouillent les élections et ils se situent souvent sur des axes plus modérés qu'une partie de leurs électeurs. Par exemple, le Rassemblement national fait des très beaux scores au tampon, mais dans la mesure où c'est André-Étienne Akoun qui tient les élections locales, en tout cas les municipales, voilà, il peut y avoir un décalage entre les préférences idéologiques et les préférences électorales de proximité, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est, je pense, sur la circonscription du tampon où on a été le plus près d'avoir un député du Rassemblement national. Parce que Didier Warraud, il a quelques centaines de voix, pas très loin derrière Nathalie Bassir, tout comme chez Soleil. Alors après, une chose qui rend quand même difficile l'évaluation de tous les partis politiques à La Réunion, c'est que les derniers scrutins depuis les élections municipales, c'est sur des taux d'abstention qui sont très élevés. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était les élections municipales. Et en dehors de Sainte-Rose, où là, ils avaient battu, ils faisaient leur score habituel, mais même sur des communes qui habituellement font des scores importants en termes de participation, là, c'était quand même très faible. Et il y avait un recul. En dehors de Sainte-Rose, le recul était général, y compris les petites communes rurales, où souvent les élections municipales mobilisent. Parce que c'est des élections de proximité, qu'on connaît l'élu, etc. Donc ça rend difficile l'interprétation parce que, alors ça donne des pistes d'interprétation d'un côté, parce qu'on peut dire le retrait du politique c'est une forme de ras-le-bol, de défiance et que ça profite finalement aux partis populistes et en particulier donc le LFI, le Front National.
mais en même temps sur des volumes d'électeurs par rapport au nombre d'inscrits qui sont très étroits. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen fait 60% au deuxième tour de l'ensemble de l'électorat réunionnais, ça représente, je crois, 23% des inscrits. Faudrait vérifier, hein, mais alors bon, le score est significatif, mais on n'est que sur quand même sur une fraction des inscrits qui est oui, je sais même pas s'il y a 50% des électeurs inscrits qui se déplacent. Ça veut dire qu'une part importante d'électeurs ne croient plus du tout en la classe politique traditionnelle. Ouais. Et ceux qui se mobilisent, c'est ceux qui sont en colère, quoi, dans la. Alors c'est pas forcément, c'est-à-dire que ceux qui se mobilisent, c'est soit des gens qui sont politiquement informés. Et donc là, c'est plutôt les classes sociales et socio-professionnelles plus, CSP+, les profs par exemple, les profs à la fac, les politistes. Et donc, ce qu'on observe, c'est que l'abstention frappe bien plus les ménages modestes que les ménages aisés, qu'il frappe plus les jeunes que les personnes en situation, enfin insérées sur le marché du travail ou à la retraite, que ça frappe plus les femmes, et en particulier les femmes dans les ménages monoparentaux. Voilà, donc ça c'est des travaux de Gaxi, ça remonte, mais en fait qui se confirme encore aujourd'hui. Plus vous êtes dans une situation sociale dominée, moins vous votez. Donc l'électorat Rassemblement National, on pourrait se dire, c'est pas celui qui va se déplacer le plus et pourtant aux urnes. Donc ça veut dire qu'il a peut-être un potentiel de mobilisation encore très fort. Voilà. Et en tout cas, c'est difficile de corréler la question de la défiance parce que et la question de la préférence pour le Rassemblement National. Il y a un rapport, mais comment il se joue exactement, comment ça permet des déplacements d'électeurs et détermine leur vote ou leur abstention. Il y a sans doute des études là-dessus, au CEVIPOF, mais je ne les connais pas. Philippe Fabingue estimait que c'était plutôt les classes déclassées, et plutôt d'origine de droite, qui étaient habitués à voter à droite, qui ont voté Rassemblement National. Et comme vous dites, ça peut évoluer et toucher peut-être des classes CSP+, également à un moment donné. Alors, au niveau national, ils sont frappés par la percée, au moins dans les sondages, en ce qui concerne les sondages, dans des catégories qui ne votaient jusque-là pas Rassemblement National, donc les personnes âgées. Donc là, il y a peut-être un effet de génération, puisque les générations qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, elles tendent à disparaître, et les cadres intermédiaires, voire les cadres supérieurs, et les enseignants, qui deviennent très sensible aux thématiques du Rassemblement National. Et comment vous expliquez l'incapacité de la classe politique réunionnaise à avoir un discours front républicain contre le Rassemblement National? En ce sens, je sais pas, ils sont peut-être pas tous républicains déjà. Voilà. Quand on milite constamment pour une forme de préférence locale, etc., on oublie un peu la République. Voilà, enfin, c'est de nouveau ce discours qui reçoit un certain écho sur le grand remplacement, sur la préférence locale qui est remuée sur les spécificités aussi, qui sert à justifier un peu tout et n'importe quoi. Disons qu'à un moment donné, on trouvait une ligne. C'est ce que me disait Daniel Waro l'autre jour. Moi, je suis préférence régionale et je connais bien ce qu'il peut y avoir comme ambiguïté, préférence régionale, préférence nationale, mais je sais la limite. Je défends la bâtardité, je défends le métissage, je défends l'acceptation de l'autre. L'un n'empêchait pas l'autre. Mais moi j'ai lu des choses assez amusantes. Ça me faisait penser au bon docteur Gustave Le Bon, qui a été un théoricien racialiste qui s'inscrivait dans le courant républicain à la fin du 19e, début 20e siècle, parce qu'il distinguait entre le racisme allemand, en quelque sorte, qui était un racisme purement qui supposait en fait une sorte de pureté éternelle de la race allemande, et un racisme historique.
Et donc la France aurait été, le peuple français aurait, alors j'ai relu ça sous la plume d'un éminent historien réunionnais, aurait été une sorte de creuset où se seraient mélangés, homogénéisés des races de provenance diverses. Donc il essayait de dépasser la fameuse querelle entre les Francs et les Germains, enfin les Romains et les Germains. Et donc il y aurait une fusion qui serait opérée, mais une fusion qui veut dire que voilà, on a atteint une forme d'état de perfection et il ne faut plus qu'il y ait d'éléments étrangers qui s'agrègent à ce corps homogénéisé et qui fait bloc. Donc la bâtarcité, ça peut aussi renvoyer à cette idée que ça y est, on a trouvé notre équilibre, et le discours du vivre ensemble, je le trouve formidablement ambigu de ce point de vue. Il véhicule aussi par une idée de fermeture. Donc bon, ça ne met pas du tout à l'abri des sirènes du Rassemblement national. C'est ça, c'est aussi un discours décolonial qui avait des bases un peu solides. Ouais. Parce que il fallait lutter contre l'impérialisme. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a moins et que l'ambiguïté est permise. Ouais, en tout cas, je pense qu'il y a des fois, ils se trompent de combat. C'est devenu un... Oui, enfin, la spécificité, c'est devenu très largement « touche pas à ma gamelle », quoi. Ça avait quand même été... l'affaire aussi qui m'avait frappé, c'est l'affaire Virginie Gobalu-Chailloux, qui avait été quand même recrutée sur le poste de Sudel Fuma. C'est quand même une des meilleures spécialistes françaises des traites négrières dans la zone Afrique de l'Est, et on la garde pas. Pour y mettre quoi à la place? Rien. Alors là-dedans, il y a des gens qui se sont fait enfumer et manipuler par des enseignants de l'université qui n'en voulaient pas parce que sans doute elle était trop brillante pour eux. Et puis voilà. Mais du coup, je ne pense pas que ça ait servi justement la mémoire des esclavages à La Réunion, parce qu'elle aurait pu travailler sur place. Et donc on s'est privé de quelqu'un. Enfin, voilà. Je suis très le vivre ensemble et tout ça, je suis particulièrement méfiant. D'accord. Il y a la position aussi des élus réunionnais par rapport à la question qu'on va dire mahoraise, comorienne, etc. C'était surtout là-dessus que je trouvais qu'ils n'avaient pas les arguments pour. Autant pour ce qui s'est passé à Saint-Benoît, c'est pas des élus du Front National qui ont demandé à interdire aux Mahorais de venir à La Réunion. Quand il parlait notamment des détenus, et ça c'était anti-républicain. Ah bah oui, complètement, mais là, c'est encore une fois, c'est parce que aussi ils sont peut-être pas forcément très structurés sur le plan politique, et il y a des choses, s'ils étaient véritablement de gauche, qu'ils n'auraient jamais dit. Et c'était assez marrant de comparer enfin c'est marrant, d'avoir en comparaison le discours du maire, alors que bon, on peut mettre sur le compte d'être un peu débordé parce que c'était compliqué à gérer, mais aussi du député de la circonscription et puis celui du préfet. C'est le seul qui a tenu un discours républicain en la matière, c'est le préfet qui a rappelé, en ramant un peu, combien les Mahorais sont nos concitoyens. Alors ça renvoie à une histoire plus compliquée de la présence française dans l'océan Indien et du choix qu'ont fait les Mahorais en 1974-1975. Mais effectivement, là, ça peut être un élément qui alimente le vote Rassemblement national, ici. Et très clairement, les Mahorais ne font pas partie du vivre ensemble dans la mentalité, dans la société réunionnaise. Il ne faut pas se raconter de l'histoire. Encore moins que les oreilles. C'est les derniers arrivés. C'est les derniers arrivés. Ils ont des traditions et des usages qui les rendent très visibles dans l'espace public. Ils sont pauvres, donc on leur reproche de profiter des aides sociales aux dépens de ceux qui seraient légitimes à les avoir. Donc quelque part, il y a l'idée de concurrence et encore une fois, ils nous mangent dans notre gamelle. Et donc, ils ne sont pas en situation non plus d'imposer un rapport de force à leurs mains. C'est-à-dire que les Arabes qui se sont installés comme commerçants ou les Chinois qui se sont installés comme commerçants, peut-être qu'au début, ils n'étaient pas très bien accueillis.
mais comme ils étaient dans des positions économiquement avantageuses, on fait avec. On peut donc avoir des élus qui ne sont pas au Front National, qui tiennent des propos qui se rapprochent des arguments du Front National, et maintenant on en a quelques-uns qui basculent. Ouais. Vous pensez que c'est une tendance qui peut s'accentuer? Là on a eu Jean-Jacques Morel, Jean-Luc Poudroux, qui sera le suivant? Alors bon, Jean-Luc Poudroux, il a un parcours parlementaire et d'élu que nous connaissons tous. C'est pas celui qui a été le plus actif des maires de Saint-Leu. Et je suis pas sûr qu'il ait été le député le plus occupé des affaires parlementaires pendant son dernier mandat. Bon, il a ce positionnement. Je pense pas que, enfin, lui, il y a une part d'opportunisme. Après, c'est quelqu'un de fondamentalement conservateur, donc et même réactionnaire. Voilà. Ouais. Sur certaines valeurs sociétales, il sera de tout. Donc, est-ce que ça va être payant sur le plan politique? Je pense qu'il est un peu au bout de sa carrière plutôt qu'à ses débuts. Moi, ce qui m'a plutôt, ce que je relève plutôt, et comparé aux résultats électoraux que j'ai reconsultés rapidement ce matin, c'est qu'il y a une implantation, alors et c'est pas des maires au Rassemblement nationaux, mais que les scores du Rassemblement national sont élevés dans les territoires ruraux. Autant la possession Saint-Denis, moins Saint-Paul ont pu échapper durablement, même si c'est des villes qui ont toutes basculé en 2022 pour ce qui est de l'élection présidentielle, mais ont longtemps été plus immunisés contre le vote au Rassemblement national que c'était le cas de petites communes, Plaine des Palmistes qui a un maire au Rassemblement national, mais on observait aussi des scores élevés dans des communes comme l'Entre-deux, alors que son maire Bachil Vali s'est toujours situé sur à la centre-droit, enfin il occupe une place de droite modérée. Il y avait un électorat rural qui était déjà sensible aux thèses du Rassemblement national et qu'on peut comprendre parce que c'est un électorat qui est exposé sans doute plus que les électorats urbains et côtiers à des difficultés particulières en termes d'accès à l'emploi, d'aide sociale, etc. Donc ils sont sans doute, et puis dans des espaces qui sont quand même assez fermés, même si le tourisme a contribué à les dynamiser, où l'entre-soi a été longtemps très fort. Donc ça peut expliquer. Saint-Denis a longtemps été plus à l'abri de cette tentation, mais ça peut se comprendre aussi. C'est le chef-lieu, c'est la ville des fonctionnaires, c'est la ville de l'université, même avant qu'il y ait la délocalisation au Tampon et à Saint-Pierre, donc ça crée une ambiance particulière. Même dans l'entre-deux-guerres, quand on regarde les scrutins, c'est là où il y a le moins de désordres électoraux et à la limite il y a un peu plus de normalité dans le vote, parce que sans doute qu'il y a un certain nombre de gens de la classe moyenne, de la petite classe moyenne qui existe, qui aspirent à des élections plus régulières et qui ont les moyens en fait d'imposer le respect des règles plus que dans des communes moins nanties. Et pour conclure, quelles conséquences locales pourrait avoir une radicalisation de la politique nationale, voire européenne, vers plus d'extrême droite? Alors les conséquences potentielles, elles seraient très lourdes pour la Réunion, parce que alors là, je pense que les éléments essentiels du débat, ils sont pas forcément identifiés, mais ça pourrait toucher très rapidement les politiques d'aide aux ultra-périphériques. Parce que si l'extrême droite se renforce au Parlement de Strasbourg, ceux qui tireront les marrons du feu, c'est certains pays qui ont déjà des gros contingents d'élus d'extrême droite, donc ça pourrait être la Hongrie, moins la Pologne aujourd'hui, etc., qui réclameront un rééquilibrage des politiques budgétaires de l'Europe. Et donc c'est les fonds européens pour les régions ultra-périphériques, et c'est des sommes considérables. Pour la Réunion, sur la période 2020-2027, c'était plus de 2 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie réunionnaise. Pour vous donner un exemple récent, Brapanon, ils sont en train de reconstruire 2 écoles ou construire 2 écoles élémentaires, c'est couvert, je crois, à 90% par le FEDER. Donc vous imaginez l'économie pour le budget municipal, quoi. Donc en termes de financement pour la recherche, de grands équipements structurants,
l'Europe a joué un rôle absolument clé dans le développement des territoires ultramarins. C'est important pour les mobilités des étudiants, etc. Enfin, l'Europe est partout maintenant dans notre vie quotidienne. Elle finance des programmes qui ne sont pas toujours très visibles parce qu'ils sont souvent structurants en matière de recherche médicale. C'est elle qui a contribué à financer les vaccins Covid quand il a fallu. Alors je sais que les électeurs du Front National sont souvent aussi anti-vax et ils craignent que ce soit, je ne sais pas, des antennes relais des extraterrestres, mais si on est à peu près rationnel, le fait qu'il y ait l'Europe qui ait pu jouer collectif pour négocier avec les laboratoires pharmaceutiques, ça a permis de sécuriser et de financer à moins cher la couverture vaccinale de la population européenne. Et puis, si le projet européen s'affaiblit, très clairement, même d'un point de vue qui serait du souci de la grandeur de la France, puisque soi-disant ça anime un certain nombre d'électeurs au Rassemblement national, je ne pense pas que ça serait un pari gagnant. On voit ce que ça a donné le Brexit. On est confronté à la montée en force des superpuissances, enfin un retour des superpuissances sur la scène. Donc les États-Unis qui ont toujours été très dominants, mais qui depuis quelques années connaissent une croissance extraordinaire et sont dominants sur le plan militaire et technologique. La montée en puissance de la Chine, la France toute seule au milieu de tout ça, elle pèse pas grand-chose, y compris pour structurer des grands équipements de recherche, de grands programmes de recherche, des politiques publiques fortes et protectrices. C'est-à-dire que ça met en cause à long terme la protection sociale des citoyens, en particulier les citoyens les plus faibles, parce qu'on aura beaucoup plus de mal à financer seul que financer collectivement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.